Bonjour Alexis Corbière, vous Bonjour. étiez également porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle. Vous étiez présent hier à l'hommage national aux Invalides. Le colonel Arnaud Beltrame incarne l'esprit français de résistance, a dit le président de la République, et il a fait le lien entre ce héros français contre la barbarie islamiste et puis dans l'histoire, Jean Moulin, le général de Gaulle, Jeanne d'Arc, les combattants des maquis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, c'était une cérémonie qui était digne, à la hauteur de l'émotion, à la hauteur du sacrifice du lieutenant-colonel Beltrame, qui a donné sa vie pour sauver d'autres vies. Il fallait que cela ait lieu. Moi, je ne peux que saluer ce qui s'est dit. Le discours du président de la République, il y a des choses que je n'aurais peut-être pas dit exactement de la même façon, car pour moi, mêler Jeanne d'Arc, Jean Moulin, etc., c'est parfois des raccourcis historiques. Mais je veux dire, franchement, je ne vais pas polémiquer avec les propos d'Emmanuel Macron. Il y avait une certaine hauteur de vue. Je trouve que c'était bien. Il a rendu hommage aux morts. Il a parlé aux vivants. C'est ça qui est important. Et ce qu'il a dit aux vivants, c'est de dire qu'à travers ce geste si fort du lieutenant-colonel Beltrame, il y a quelque chose qui peut nous inspirer parce que ça vaut la peine, comme il dit, peut-être de donner sa vie pour des idées, pour ces idéaux républicains de liberté, d'égalité, de fraternité, de justice, de refuser le fanatisme et l'obscurantisme. C'est fort. Je me disais hier en l'écoutant, moi qui suis enseignant quand je ne suis pas député, peut-être que je le ferai écouter à mes élèves et j'en ferai un support pour en échanger sur les valeurs républicaines, sur le don de soi. Donc voilà, notre place était là, nous étions tous là comme groupe. Jean-Luc Mélenchon, la veille à l'Assemblée nationale aussi. Alors c'est ce que j'allais dire, la veille à l'Assemblée nationale, il avait surpris avec une intervention très, très consensuelle et apportant même son soutien sur ce point précis de la lutte contre le terrorisme islamiste au gouvernement. Oui, c'est-à-dire que vous savez, Oui, c'est surprenant, c'est pas habituel chez lui. Surprenant, je ne sais pas. Nous avons suffisamment de désaccords de fond sur les questions économiques et sociales avec le gouvernement que nous ne poussons pas l'indécence jusqu'à polémiquer sur les moindres détails. Franchement, les forces de l'ordre ont fait ce qu'elles avaient à faire à l'occasion de ces attentats. Polémiquer comme le font certains sur ce genre de situation, c'est un peu, voilà, ça rabaisse le niveau. Et nous disons au gouvernement, là-dessus, on peut se rassembler et puis surtout se rassembler, c'était la veille de l'hommage, pour une fois de plus dire combien ce geste de cet homme honore l'ensemble de la patrie et doit une fois de plus peut-être être une source d'inspiration pour certains, pour se dire bon sang, aujourd'hui en 2018, un homme est capable de donner sa vie, de risquer sa vie pour que d'autres puissent la garder. Un homme est capable de se dresser face à l'obscurantisme et au fanatisme pour dire les valeurs qui m'animent, philosophiques, spirituelles, c'était important chez cet homme, sont plus fortes que la face obscure et violente que vous présentez. C'est beau, enfin je veux dire, on est quand même, c'est beau dans le sens où c'est fort, ça nous porte. Et c'est ça que nous avons voulu dire et qu'a dit Jean-Luc Mélenchon quand il a dit qu'il a, Beltrame, inversé la scène. C'est-à-dire que finalement 2 personnes ont perdu leur vie, plus que ça d'ailleurs, mais étaient prêts à ce sacrifice, l'assassin et le lieutenant-colonel Beltrame. L'un portant des valeurs de mort, l'autre portant des valeurs de vie. Et ça, je répète que philosophiquement, c'est quand même quelque chose qui nous transporte. Alors, vous avez évoqué les polémiques qu'il y a eu notamment, effectivement, Laurent Wauquiez qui a parlé de coupable naïveté du gouvernement. Et en même temps, il propose des solutions. Il dit la menace est toujours là, elle s'accroît même, elle progresse. Et donc, face à ça, il ne faut pas hésiter à rétablir l'état d'urgence, à mieux à interner les fichiers S les plus dangereux, à expulser les fichiers S étrangers. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que quelque part, il n'a pas raison de poser ces questions et d'envisager ces solutions ? De toute manière, qu'il y ait encore un danger, c'est une réalité. D'accord, et qu'on puisse débattre. Moi, je n'interdis à personne de proposer des solutions. Il y a peut-être des moments où il faut savoir le faire, c'est une question de tact, et pas chercher à créer le buzz, comme on dit, parce qu'il y a des moments où ça manque de dignité. Mais qu'importe. Allons à l'essentiel et sur le fond. Qu'est-ce qu'il propose ? Est-ce qu'on peut considérer que si l'état d'urgence avait été maintenu, ce qui s'est passé dans l'Aude n'aurait pas eu lieu ? Ce n'est pas sérieux de le dire. Des attentats avaient continué d'avoir lieu, même durant l'état d'urgence. Donc, c'est à côté de la plaque, si je puis dire. Est-ce qu'on peut dire sérieusement que tous ceux qui sont fichés S, qui représentent des milliers de personnes, à différents niveaux de fichage S, il faut, comme il le dit, expulser tous ceux qui sont de nationalité étrangère ? Mais c'est nous placer dans une situation où des gens
qui peut-être n'ont rien fait, parce que je répète qu'on peut être fiché S, parce que les services de renseignement soupçonnent que vous avez eu des relations, des contacts, il faut vous surveiller, mais ça ne fait pas pour autant, pour vous, encore un coupable. On est quand même dans un pays où il y a une justice qui établit si vous êtes coupable ou non. Et après que les services de renseignement se donnent des moyens, à travers ce fichier, de voir que telle ou telle personne est dans une mouvance qu'il faut surveiller, mais ça n'en fait pas pour autant un coupable. Donc, vous voyez, tout ça est impraticable. Donc c'est des fausses mesures en vérité. Il y a celle quand même de l'internement des fichiers S les plus dangereux, dit-il. Eh bien, écoutez, la rétention. Il y a des gens qui sont actuellement en prison, de toute manière, qui sont jugés dangereux. Tant que vous n'êtes pas jugé, j'espère que ceux qui m'écoutent, alors qu'il faut faire preuve de la plus grande fermeté face aux assassins, mais quelqu'un qui est fiché n'est pas jugé. On va interner des gens uniquement parce qu'ils ont été fichés, parce que peut-être qu'ils ont été en contact avec quelqu'un de dangereux, ou que même ils ont écrit des choses dangereuses. C'est quand même quelque chose qui nous passe sur un terrain qui n'est plus l'état de droit. Ne donnons pas le point, si je puis me permettre l'expression, à ceux qui nous attaquent, en un seul coup créant une situation où, sans jugement, sans mesure de justice, on va interner des gens, ce serait tout de même curieux. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut plus de moyens pour la police, notamment des moyens humains, de renseignement. Ça, c'est une réalité. Ne pas croire que l'atout, parfois technique, va régler le problème. Encore faut-il que sur le terrain, il y ait des gens qui connaissent, qui parlent éventuellement des langues étrangères, qui maîtrisent effectivement les subtilités de beaucoup de choses et qui sont en capacité de faire du renseignement fin. Et ça, indiscutablement, quand vous discutez avec des policiers, vous apercevez que, contrairement aux fanfaronnades de certains, notamment de quinquennats précédents, les moyens de la police ont été affaiblis. Même les moyens de la justice, il y a assez peu de juges. Mais ça, nous l'avons porté. Nous l'avons porté lors du débat sur les lois antiterroristes qui avait eu lieu à la rentrée. Vous aviez voté contre, hein, quand même. Oui, parce que précisément, elle ne crée pas les moyens d'amélioration humains. Moi, je continue à penser que ce qu'il faut, c'est des moyens humains de renseignement. Alors, il y a quand même une tâche pour la France Insoumise, c'est ce candidat aux législatives, Stéphane Poussier, oui, avec son tweet. Alors, Jean-Luc Mélenchon, très clairement, l'a exclu, parlait même de porter plainte contre lui. Mais est-ce que ça ne pose pas quand même un problème? Vous lui aviez donné son investiture. Est-ce qu'il n'y a pas eu là un peu une faille dans votre organisation? Non, mais il y a indiscutablement quelqu'un qui, comment dirais-je, a tenu des propos probablement intolérables. Vous l'avez dit, on l'a exclu immédiatement. C'était une erreur de l'investir. Mais je répète que c'était extrêmement difficile d'établir jusqu'à cela que ce personnage était, comment dirais-je, capable de ce genre de comportement. Moi, il a été en plus jugé, on appelle ça rapidement, en comparution immédiate. Mais juste, ce n'est pas pour le dédouaner. C'est un homme qui a eu des problèmes de santé et j'ose presque dire des problèmes un peu d'ordre psychologique ces derniers temps. Il est très perturbé. Bon, franchement, ça n'a rien à voir avec la France Insoumise. Je trouve que la gourmandise qu'il y a eu après de la part de certains médias de répéter à l'envi ces propos qui étaient des propos infâmes, un peu pour dire la France Insoumise, illustrant même certaines photos d'articles avec la photo de Jean-Luc Mélenchon, franchement, n'élève pas le niveau. Vous savez, dans toute mouvance politique, nous avons présenté plus de 1000 candidats entre les titulaires et les suppléants. Qu'un personnage, à l'heure des réseaux sociaux, poste des propos idiots, doit être condamné. De là à donner une caisse de résonance d'un personnage obscur comme ça a été fait, franchement, ça ne rend pas service à la cause. Nous, on a tous eu des propos très clairs, voilà. Alors, le deuxième événement hier, ça a été cette marche blanche organisée après l'assassinat antisémite d'une octogénaire, Mireille Knoll. Et le président du CRIF, Francis Khalifa, a dit clairement que les insoumis n'étaient pas les bienvenus, car, a-t-il dit, il y a une surreprésentation des antisémites dans les deux partis, dans les partis dits extrémistes, c'est-à-dire vous et le Front National. Et hier, Jean-Luc Mélenchon a été hué, sifflé, exfiltré. Regardez les images et ensuite on va commenter. Voilà, notre réaction. Alors on va prendre 2 minutes pour... D'abord, il fallait être hier dans cette manifestation le plus nombreux possible contre l'antisémitisme, un hommage à Mireille Knoll. Il le fallait, nous y sommes allés. Et, même si vous n'étiez pas les bienvenus, même si on vous avait prévenu, on vous avait dit il ne faut pas venir. La France Insoumise est toujours la bienvenue pour dénoncer l'antisémitisme, d'accord? Et nous serons toujours là, malgré le fait que ce qui a eu lieu. Alors ce qui a eu lieu, je tiens à préciser, une quarantaine de personnes, des militants d'extrême droite, d'une organisation groupusculaire qui s'appelle la Ligue de défense juive. Ils l'ont d'ailleurs revendiqué sur Twitter, ont fait ce coup de force en nous insultant. On le voit dans votre reportage, enculés, PD,
Mélenchon PD. Un homme face à moi m'a dit collabo d'arabe. Voilà le niveau des insultes qui ont été dites devant beaucoup de vos confrères. C'est intolérable des insultes homophobes, c'est intolérable des insultes à connotation raciste. C'est une tâche sur cette manifestation. La veille, j'avais parlé 1h15 avec M. Khalifa, président du CRIF, pour regretter précisément le fait qu'il, après avoir dit l'inverse dans la journée, qu'il ne considérait pas que notre présence soit une bonne chose. Alors que je lui avais fait remarquer que sur le compte Twitter du CRIF, ils annonçaient ma présence quelques heures avant, en s'en félicitant, comme d'autres. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ils ont changé d'opinion. C'est absurde. Il n'y a aucun antisémite comme responsable de la France Insoumise. L'accusation est très grave. Elle est infamante. Je l'ai dit, à tel point M. Khalifa, et j'espère qu'il ne me... Au téléphone m'a dit, mais M. Corbière, vous n'êtes pas antisémite. M. Mélenchon n'est pas antisémite. Alors comment vous expliquez cet interdit? Je ne l'explique pas, c'est une erreur. Et c'est une erreur de fond. Alors je tiens à dire que je pense qu'il est temps, de la part du CRIF, de se ressaisir. Premièrement, j'aurais apprécié que M. Khalifa me passe un petit coup de fil pour au moins s'enquérir de savoir si certains d'entre nous avaient été blessés. Moi, si M. Khalifa a été pris à partie dans une manifestation dont j'étais un des organisateurs, je l'appellerai immédiatement. Je ne l'accepterai pas. Je n'accepterai pas qu'il y ait des propos homophobes, infâmes, tels qu'ils sont tenus, quel que soit ce qu'on pense de la France Insoumise. Je suis un peu blessé du fait que finalement, on s'en lave les mains. Monsieur Khalifa, je lui avais dit, faites attention parce que vos propos vont souffler dans les voiles de ces groupuscules d'extrême droite violents. Il m'avait dit, je n'ai rien à voir avec eux. Mais j'observe que c'est eux qui décident, qui manifestent. Donc j'aimerais que quand même des personnalités disent, mais ça ne va pas. Je tiens à rappeler qu'hier, nous étions accompagnés du rabbin Gabriel Fari, qui a pris contact avec moi, de personnalités, de journalistes comme Sylvain Attal, qui ont dit, nous, on n'est pas d'accord totalement avec la France Insoumise, mais votre place est là. Ils étaient à nos côtés. Gabriel Fari a été molesté, jeté à terre par ces militants d'extrême droite. Voilà où on en est. Un rabbin jeté à terre par des militants d'extrême droite, des gens qui crient des insultes homophobes et racistes. Et tout ça se passerait dans la banalité parce que c'est Jean-Luc Mélenchon et Corbière qui sont la cible. Écoutez, ça devient fou. Comment vous expliquez quand même cette prise de position très, très forte de Francis Khalifa, du président du CRIF? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'effectivement, il a de vrais soupçons de gens qui seraient antisémites chez vous? Est-ce que mais je lui ai dit, donnez-moi des cas précis. Est-ce que c'est vos positions sur Israël? Alors, le cas d'Israël a eu lieu dans la discussion. Il l'a dit, il l'a cité. Il a dit, oui. Vous faites partie des mouvements qui prônent le boycott d'Israël. Non mais, premièrement, tout ça, c'est une série de simplifications parce que, formellement, la France Insoumise n'est même pas dans ce mouvement de boycott. Mais c'est pas le sujet, il y a des militants qui y participent. Mais, comment dirais-je? Pour quelle raison un positionnement par rapport à un État, Israël, qui a le droit d'exister par ailleurs, qui doit vivre en sécurité, devrait amener à ce qu'à Paris, des Français, comment dirais-je, s'affrontent dans une manifestation? C'est absurde, ce que j'ai dit à M. Khalifa. Parce que moi, je suis de ceux qui ne veulent pas transposer le conflit israélo-palestinien en France. Il ne le faut pas. Je le dis, comme enseignant en lycée professionnel, bien souvent de mes élèves, plaquer des choses en fonction, c'est une absurdité. On a le droit d'avoir la position qu'on veut, pro-palestinien, pro-israélien, très bien. Et moi, je pense qu'il faut la paix là-bas. Mais surtout, de grâce, ne plaquons pas la violence de ce conflit en France. Et M. Khalifa, au cours de la conversation, ne m'avançait que ça comme argument, des arguments d'ordre géopolitique. Il a le droit tout à fait de défendre Israël, c'est pas le sujet. Mais en quoi ça devrait servir d'argument au fait qu'une dizaine de parlementaires, comme nous étions hier, n'auraient pas leur place? Et en quoi ça devrait banaliser le fait que nous sommes fait injurier de manière intolérable? Moi, j'espère qu'il y aura une réaction. J'espère que toute une série de personnalités qui, une fois de plus, n'ont pas à soutenir nos positions, mais dire au minimum, ce n'est pas tolérable. Alors moi je pense que j'invite la direction, je profite de votre occasion pour le dire, je pense que la direction du CRIF doit se réunir. S'il n'y a aucune réaction, aucun mot seulement un peu pour s'enquérir de notre santé, aucun mot qui condamne clairement ces groupuscules d'extrême droite. Il n'y a qu'à voir leur compte Twitter, ils ont dit, ils s'en sont félicités. Franchement, cette direction du CRIF, je pense, ne peut plus rester en place. C'est-à-dire vous demandez la démission de Francis Khalifa? Non mais je pense, à ce stade, je leur laisse le délai pour qu'ils discutent entre eux. Et que j'ai vu beaucoup de gens, écoutez, que ce soit le philosophe Raphaël Enthoven, que ce soit M. Glucksmann, que ce soit toutes les personnalités qui ont une voix forte, qui n'acceptent pas ça. J'ai envie de dire, à M. Khalifa, qui est un homme de dialogue. On a parlé un moment et on s'est dit qu'on continuera à dialoguer. M. Khalifa, vous avez vu ce qui s'est passé? Ça ne peut pas durer. Faites le point, condamnez. Sinon, c'est pas 50 militants d'extrême droite qui vont décider qui a le droit de manifester contre l'antisémitisme ou pas. Je pense à Mme Ktoll, je pense à son fils qui condamne ça. Et lui, vous avez invité. Mais bien sûr, lui il dit venez tous. Donc tout de même, pour la mémoire, revenons à l'essentiel, le sujet c'est pas Mélenchon ou les Insoumis, c'est ce manque de dignité. Franchement, mais pose un problème pour la suite, hein, parce que ça veut dire que quand il y aura des crimes antisémites, il y aura en quelque sorte une milice qui va décider si vous avez le droit de venir ou pas, en fonction de positions supposées. Moi, je suis au premier rang contre l'antisémitisme. Et je le dis à M. Khalifa, trouvez de la part des responsables de la France un seul propos d'ordre antisémite, et je le condamnerai immédiatement.
Alors, on en vient à la politique du gouvernement. Le gouvernement qui continue à enchaîner les réformes, un peu dans tous les domaines. Est-ce que vous ne lui reconnaissez pas quand même le fait que, justement, il fait ces réformes qui, souvent, n'ont pas été faites depuis 20 ou 30 ans ? Ah, il agit. Il y a même d'ailleurs des annonces systématiques un peu à la mode Sarkozy. On parle, à la fin. Oui, mais sauf qu'il y a aussi les réformes. J'entends bien, d'accord. Alors, de quoi s'agit-il? Là, le dossier SNCF est moi, je pense, c'est une offensive menée contre quelque chose qui est un acquis important. La SNCF, vous dites un acquis, mais c'est près de 50 milliards de dettes, oui. C'est un service qui se dégrade, c'est des tarifs qui sont élevés, et c'est un statut des cheminots qui peut choquer, parce que... oui, mais prendre sa retraite à 50 ou 52 ans quand les Français c'est à 62 ans, ça peut... Non, mais il n'y en a aucun qui prend sa retraite à 50 ans. Il faut cotiser 43 annuités. Si vous partez à 52 ans, à 52 ans, vous avez une retraite à minima, il n'y a quasiment rien. Il faut avoir cotisé. Vous avez le droit de partir, mais si vous avez le nombre d'années, que vous n'avez que 30 années, votre retraite, elle pèsera quasiment rien. Donc il faut quand même ramener les choses à leur réalité. Mais quand je dis que c'est un acquis, c'est-à-dire que ça appartient à vous et à moi et à ceux qui nous regardent, d'accord? C'est important. Parce que vous dites, il y a des dettes, mais il y a aussi des actifs. Donc il y a des dettes importantes, mais ça représente quand même sur une infrastructure très importante et des actifs. Il faut toujours relativiser par rapport à ce que vous devez, mais ce que vous possédez en tant que tel. Quelque chose qui est là, qui participe... Il ne fallait pas réformer la SNCF. Mais bien sûr qu'il faut réformer la SNCF. Mais par exemple, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Des erreurs de partenariat public-privé qui ont coûté fort cher aux contribuables, avec des engagements de grandes sociétés qui devaient faire des investissements qui n'ont pas été faits. Il y a des mauvais choix qui ont été faits. Tout pour le TGV, pas l'aménagement de petites lignes, qui ont coûté fort cher en termes de sécurité. Il y a, par exemple, l'absurdité. J'écoutais M. le Premier ministre l'autre jour qui disait dans les 10 prochaines années, la dette va se creuser encore de 15 milliards, disait-il. À juste raison. Mais les Français doivent savoir que chaque année, les intérêts de la dette, c'est-à-dire ce que nous payons en plus uniquement à des banques privées, en plus de ce que nous devons, c'est 1,5 milliard chaque année. C'est-à-dire que ces 15 milliards représentent exactement uniquement le surplus que nous allons donner à des banques privées. C'est absurde. Des investissements publics ne devraient pas engraisser des banques privées. Donc des erreurs ont été faites. Et enfin, tout le monde s'accorde, même la ministre en vérité, que le statut des cheminots n'a rien à voir avec les problèmes de la SNCF. Ce n'est pas ça qui pèse sur la dette. C'est absurde. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut soumettre à la concurrence, au nom des directives européennes, du pacte ferroviaire, le rail. Si on le soumet à la concurrence, c'est demain la privatisation. Parce qu'évidemment, à la concurrence, les lignes, effectivement, qui sont rentables seront entretenues. Les lignes qui ne sont pas rentables, c'est-à-dire les petites lignes de province, etc., seront progressivement abandonnées. Donc mais il faut être contre, parce que vous et moi, qu'est-ce qu'on veut comme usager? Que les trains soient à l'heure, qu'il y ait de la sécurité et qu'on ne soit pas en danger. Cette réforme des chemins de fer, elle a été faite partout en Europe. Avec le résultat détestable que l'on sait. Je prends l'exemple en Grande-Bretagne ou ailleurs, il n'y a pas un endroit où le rail s'est amélioré. En Grande-Bretagne, aujourd'hui, c'est 13% du budget des Anglais, j'y étais l'autre jour pour la mission Brexit, sur le transport. En France, c'est que 2%. C'est des accidents à répétition et tout. Bon, c'est ça qu'on veut. Est-ce que vous ne craignez pas qu'une fois encore, comme après les ordonnances du travail, ce soit à l'arrivée Emmanuel Macron qui marque le point, comme l'avait dit, pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon? Mais la politique, vous savez, par moment, voilà, c'est un moment démocratique. Moi, je donne mes arguments. Ils vont passer en force. Oui, mais au-delà de ça, vous croyez à la convergence des luttes? Vous croyez qu'il est possible d'arrêter cette réforme? J'y travaille. Je n'en sais rien. Je pense qu'il y a un contexte de colère. Je vais vous dire un sujet qui préoccupe beaucoup les gens. Moi, rapidement, parce que je voudrais qu'on parle de Montreuil et Bagnolet, les retraites. Les retraités s'aperçoivent que quand même, depuis le 1er janvier, c'est 50 à 80 euros. En plus, il y a beaucoup de colère qui monte sur le code du travail, sur les enseignants, sur les cheminots. Il y a beaucoup de colère qui monte. Les études d'opinion le démontrent. Donc nous, on propose une grande marche citoyenne, un week-end par exemple, pour faire en sorte que, parce qu'on n'a pas toujours le moyen de se mettre en grève, qu'on manifeste, on peut créer le rapport de force et les faire reculer. Mais il faut y travailler. Allez, on termine avec la démission de Stéphane Gatignon, le maire de Sevran, qui a dit, qui dénonce le mépris de l'État, les blocages d'en haut. Il n'y croit plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes député de Montreuil. Je connais Stéphane Gatignon, je le respecte, mais c'est un homme qui a eu un parcours zigzagant. Il a même soutenu Emmanuel Macron à la dernière élection présidentielle. Je crois pas qu'il vient du Parti communiste. Il a été écolo. Bon, mais il a le droit. Mais je veux dire, soutenir Emmanuel Macron, c'était pas vraiment de se donner les moyens que la Seine-Saint-Denis soit aidée, c'était évident. Emmanuel Macron, il a porté un budget, son gouvernement, qui supprime l'ISF, qui rend 5 milliards d'euros au moins aux plus fortunés et qui ne donne pas les moyens à la Seine-Saint-Denis de se développer. Moi, je suis élu de Seine-Saint-Denis, c'est là que se concentrent toutes les difficultés. Sur ce qu'il dit, il a totalement raison. Il a totalement raison. Est-ce que vous savez que, par exemple, la majorité des contractuels de l'éducation nationale, pour parler de l'enseignement, se concentrent en Seine-Saint-Denis, par exemple? C'est quand même incroyable. Moi, à Bagnolet, il n'y a même pas un médecin scolaire pour nos écoles scolaires. Je parle de l'école parce que
c'est un sujet que je connais bien. Les aides publiques de l'État pour les communes sont à la baisse, alors qu'on demande aux communes de faire face à de plus en plus de difficultés. Aucun moyen réel qui sont mis en place. Des contrats entre l'État et les communes sont là chaque fois en leur demandant de presser notamment sur la masse salariale, alors qu'il y a un besoin de services publics, etc., etc. Vous pourrez le prendre par tous les bouts. La Seine-Saint-Denis, encore dernièrement, je pense, fin décembre, quand une dame, Maria Macalo, s'était fait défenestrer par son mari, ben voilà, en Seine-Saint-Denis, ça a mis 11 heures avant qu'on vienne chercher le corps. Alors on m'a expliqué que c'était un problème, ça peut arriver n'importe où, mais ça arrive. Il y a un sentiment d'abandon. Voilà, il y a une colère au bout d'un moment par tous les bouts que vous le prenez, même sur des choses comme ça. Et je comprends le désespoir de Stéphane Gatignon. C'est vraiment pour laquelle il faut faire reculer ce gouvernement. Nous, on y travaille. Et puis même qu'il faut une autre majorité. Mais ça, c'est aux Français d'en décider. Merci Alexis Corbière. Bonne journée. Merci.